Présentation du framework Symfony. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des centaines de langages en informatique. Pour ne citer que les plus connus, on a Python, par exemple, qui est toujours très utilisé. On a C, Java, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP, SQL, Swift, etc. Et dans tous ces langages, pour s'y retrouver, c'est pas évident, mais on ne peut pas se contenter d'en maîtriser qu'un seul. Les développeurs, déjà, essaient d'en maîtriser un ou deux de plus, et en plus de cela, ils essaient de se spécialiser également dans des librairies ou des frameworks. Si vous vous intéressez à cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait vos choix et que vous avez soit des notions en PHP ou alors vous envisagez de l'apprendre. PHP, c'est un langage omniprésent aujourd'hui dans le monde de l'IT. On estime à peu près que 79,2% des sites Internet utilisent ce langage. C'est vrai que ces chiffres sont un peu dopés par l'utilisation des CMS, tels que WordPress, qui est entièrement écrit en PHP. Mais il n'empêche que l'apprendre, ce langage est toujours un bon choix, même s'il a été quand même décrié et un peu ringardisé pendant un temps avec l'ascension de d'autres langages tels que JavaScript. Cependant, PHP a su rebondir et évoluer, notamment avec la dernière version majeure, PHP 8, et surtout grâce à des dizaines de frameworks tels que CakePHP, Laravel, Symfony, qui lui apportent chaque jour une plus grande facilité d'utilisation et une puissance redoutable, ainsi qu'une sécurisation toujours de plus en plus essentielle pour une application Internet. En 2017, il a été téléchargé plus d'1 milliard de fois. Il est donc l'un des plus utilisés au monde. Maintenant, on va découvrir Symfony, qui est un framework PHP le plus utilisé, avec Laravel, dû à son ergonomie, son architecture MVC, ainsi que le fait qu'il soit libre de droit. Symfony en est à la version 7.2.6, qui est vraiment très utilisée à l'heure actuelle. Sa version est stable et reste un excellent choix pour créer une application web complexe ou encore une API, Application Programming Interface. Maintenant, parlons un peu histoire. C'est une société française qui a commencé en 2005 à développer Symfony, Sensiolabs. Sensiolabs, spécialisé dans le développement web, s'est vite rendu compte que les projets de ses clients ont souvent des fonctionnalités très similaires. L'idée est donc née, créer un framework pour éviter de réinventer la roue et de réécrire le même code, ce qui prend en soi un temps considérable lorsqu'on réécrit la même chose. C'est en 2007, après une utilisation interne de ce framework, nommé Symfony, qu'ils ont décidé de l'ouvrir à la communauté PHP, en le distribuant sous la licence MIT, donc open source et libre. Alors, pour la petite histoire, SF, qui est le logo de Symfony, sont des initiales de Sensio Framework. C'est la branche qui a développé Symfony au sein de Sensiolabs Symfony. Le PHP, quant à lui, a été créé en 1994 par un développeur groenlandais qui cherchait à analyser les connexions de son site web. Il n'a sans doute pas imaginé qu'aujourd'hui, près de 300 millions de sites soient codés sous ce langage. PHP continue toujours d'évoluer. C'est aujourd'hui un langage moderne. Il a su, avec le temps, se structurer et s'inspirer de Java, mais aussi améliorer ses performances. PHP 7 a accru sa vitesse d'exécution de 50%. La version 8 apporte la compilation à la volée et va offrir un gain de temps et de vitesse estimé à 45% selon les applications. Mais au final, c'est quoi un framework? Un framework, ou infrastructure logicielle en français, c'est un peu comme une boîte à outils. Les développeurs d'un framework partent d'un langage de programmation. Pour Symfony, c'est PHP, par exemple. Pour JavaScript, on utilise Angular ou Vue.js, etc. Et de ce fait, ils vont développer des structures logicielles afin d'apporter un socle qui est personnalisable, mais qui reprend les fonctionnalités qui sont souvent utilisées afin d'éviter de les réécrire à chaque fois et ainsi gagner du temps. C'est une organisation, un squelette, une méthode de travail. Si on a déjà programmé en PHP, vous avez certainement dû utiliser un outil qui s'appelle PDO. C'est un objet qui permet
connexion à la base de données en PHP. Si on installe Symfony, l'objet PDO a déjà été installé. On n'a donc pas besoin de créer sa classe et de le faire appeler. De simples paramètres dans le .env suffisent souvent à établir une connexion avec la classe de la base de données. Ces paramètres vont tenir en une ligne et sont déjà pré-remplis. Ainsi, un framework est là pour vraiment simplifier la vie et augmenter à chaque version son squelette. Cela permet d'optimiser les performances, la sécurité et ainsi gagner du temps, puisque vous avez de moins en moins besoin de l'étoffer. Les avantages de Symfony. On en a parlé, Symfony est écrit en PHP. Mais quel est l'intérêt de l'utiliser plutôt que de rester en PHP, puisqu'il demande quand même un certain apprentissage? C'est vrai, dans un premier temps, on perd du temps. On va devoir se former à l'utiliser. Mais très vite, on va rentabiliser le temps qui a été investi. C'est un des gros avantages, c'est que la communauté Symfony est très grande et que c'est facile de trouver du contenu en réponse aux problèmes qu'on rencontre. Voici quelques-uns des avantages qui pourraient convaincre de l'utilité de celui-ci. En premier, sa documentation. Tout comme le framework, la documentation est également open source et est disponible sur GitHub, où l'ensemble des contributeurs peuvent modifier la documentation. Ensuite, c'est un avantage indéniable dans un monde où la technologie devient vite obsolète, et la documentation aussi. Cette documentation, on peut la retrouver également sur Symfony, en cherchant la version qu'on souhaite. Elle est très bien structurée. Elle possède des exemples clairs et écrits de manière vivante. Chaque composant est détaillé, expliqué. C'est une vraie mine d'or, bien qu'il y ait beaucoup de contenu en français. Elle est souvent par défaut en anglais, mais si on a un navigateur qui est moderne, on peut convertir ce contenu de la page en français, même s'il existe encore des petits bugs. Voici le contrôleur, une dizaine de points proposés, ainsi que des sous-thèmes. Mais pour illustrer donc la simplicité de la documentation, voici le premier point, un contrôleur de base. Donc, ceci vient du site donc, de Symfony. On peut constater donc avec cet exemple concret qu'on a une copie avec le bouton en haut à droite, ici, là. Ensuite, on a les lignes 2, 4, 7, 12 et 16 qui sont décrites et expliquées. Donc, pour retranscrire les explications, le contrôleur, c'est la méthode number qui vit dans la classe contrôleur LuckyNumber. Symfony, à la ligne 2, tire parti de la fonctionnalité d'espace de nom de PHP pour espacer toute la classe de contrôleur. À la ligne 4, Symfony profite à nouveau de la fonctionnalité d'espace de nom PHP via son propre chargeur de classe AutoLoader. Le mot-clé use va utiliser et importer en même temps la classe requise, ligne 16. Ligne 7, la classe peut techniquement s'appeler comme on veut. Si on veut l'appeler Toto, on est libre de l'appeler Toto. Mais elle est suffixée avec contrôleur par convention. La méthode number, appelée par la route app_lucky_number, récupère un paramètre directement depuis l'URL, un entier qui est nommé $max. Comme tout contrôleur, après le traitement d'une requête, la méthode doit créer et renvoyer un objet de type response. Maintenant, parlons du serveur. Pendant tout le développement, on n'a pas besoin de déployer une architecture complexe pour communiquer avec un serveur web. On peut utiliser le serveur de développement PHP par exemple pour lancer une simple ligne de commande. Les bibliothèques du framework Symfony, donc il faut savoir que Symfony permet de créer des projets extrêmement extensibles car ils ont une architecture dite modulaire et qui peuvent être agrémentés par de nombreux composants ou bundles qui proposent la riche communauté Symfony. À l'installation, on peut déjà choisir si on veut créer un projet comme un site web ou alors une API avec une ligne de commande qui est différente. Car si on a besoin de construire une API, on n'aura pas d'utilité de certains composants comme
Twig, qui est un moteur de template. On reviendra dessus. Ainsi, par défaut, lorsqu'on crée un squelette d'application web, Symfony installe des bundles et composants qu'on retrouve dans le fichier composer.json. Mais on peut aussi à tout moment ajouter d'autres composants à l'aide de Composer. Donc il en existe plein, je vous laisse regarder la doc, mais il y en a qui peuvent vous faciliter grandement la tâche. Composer maintenant. C'est un gestionnaire de dépendances libre écrit en PHP et est donc au cœur des stratégies de Symfony. Il vous faudra donc installer Composer avant même de commencer votre projet. C'est vraiment un prérequis. Tout comme PHP doit être installé avant. À ce propos, il faut savoir que dans notre version Symfony, il est nécessaire d'avoir installé la version 7.2.5 pour la version, par exemple, Symfony 5.4. Mais ce qui est conseillé, c'est d'installer quand même la dernière version de Symfony, la dernière version de PHP. On peut installer Composer en suivant les instructions sur Get Composer. Une fois que c'est installé, on peut ajouter des centaines de dépendances. Il existe deux façons de procéder. Soit en tapant la ligne de commande Composer require nom de la dépendance, donc à la place de nom de la dépendance, vous mettez votre nom de dépendance, soit en ajoutant dans le fichier composer.json la dépendance et on tape dans le terminal Composer update qui va mettre à jour ou Composer install pour installer vos fichiers de configuration. On peut trouver toutes les dépendances qui sont libres sur le répertoire principal de Composer Packagist. Maintenant, concernant Twig, à moins qu'on souhaite créer une API, Twig sera installé par défaut. Twig, c'est un moteur de template. Un moteur de template, c'est une technique de programmation qui va permettre de séparer l'interface graphique du reste du code. Si on n'a pas de code PHP dans cette partie, ou alors très peu, car Twig offre une syntaxe simple et particulière, afin de pouvoir visualiser des éléments de base de données par exemple, c'est un vrai avantage car ça permet d'utiliser le MVC dont on a parlé et on reparlera. Et pour un gros projet, ça permet aux développeurs front-end de personnaliser les pages web sans avoir vraiment besoin de véritables connaissances en PHP. Ainsi, un template générera le code HTML, CSS, images, animation, ainsi que JavaScript. Doctrine. Doctrine, c'est l'ORM par défaut de Symfony. C'est quoi un ORM? Un ORM, Object Relational Mapping. C'est un ensemble de classes qui permet de manipuler les tables d'une base de données relationnelle, telles que MySQL ou PostgreSQL, comme s'il s'agissait d'objets. Ainsi, pas besoin de coder en SQL. Même si connaître le SQL, c'est vraiment un plus, car ça permet, et on pourrait être amené également, à coder en DQL dans un repository. Le DQL, c'est un langage simplifié de doctrine pour communiquer avec la base de données. Même si on parle plus tard de l'architecture de l'application, il est à noter que Symfony organise à part nos entités qui présentent nos classes, c'est-à-dire les objets qui seront utilisés dans la base de données. Ainsi, on peut passer par le terminal pour la création d'une entité. Symfony va créer un repository associé à cette entité dans la base de données et dans cette entité, le dossier repository. Ce repository permettra de faire appel à nos entités. Symfony Flex. Symfony Flex est apparu à la version 4 de Symfony. C'est une nouvelle façon d'installer et de gérer les applications Symfony. Proprement dit, c'est un outil, un plugin, Composer, qui modifie le comportement des commandes require, update et remove. Ainsi, il est possible de l'ajouter depuis Symfony 3.3, mais ça devient obligatoire depuis la version 4. Alors, comment ça fonctionne? Lorsqu'on exécute Composer require, par exemple, l'application va envoyer une requête au serveur Symfony Flex avant d'essayer d'installer le paquet avec Composer. S'il n'y a aucune information sur ce paquet, l'installation se poursuit, suivant la procédure habituelle de Composer. Mais s'il existe des informations spéciales sur ce paquet, le serveur Flex le renvoie
dans un fichier appelé recipe, recette en français, et ajoute après l'installation des tâches automatisées. Cela va simplifier la tâche. Avant Symfony Flex, avec un composer require non-bundle, il était nécessaire d'ajouter une ligne du fichier app-kernel PHP, de créer la configuration dans le fichier config.yml et d'ajouter le routing dans routing.yml, ce qui n'est plus le cas. La sécurité. La sécurité, c'est un élément qui est incontournable maintenant. Les failles sont très diverses et nombreuses. En PHP, il faut systématiquement penser à protéger chaque requête, formulaire, donnée, quelconque venant de l'utilisateur. S'il y a un oubli, une négligence, une coquille, ça pourrait laisser passer des attaques CSRF, XSS ou des injonctions SQL. Symfony va proposer justement un composant de sécurité basé sur 2 catégories, l'authentification, l'autorisation. Grâce à cela, Symfony intègre un pare-feu. Alors bien sûr, toujours penser à utiliser les bonnes pratiques sécuritaires, mais les hackers vont se concentrer sur autre chose avec leur effort sur d'autres cibles, bien sûr. Les fonctions de cache HTTP native permettent d'avoir de bonnes performances côté serveur et côté visiteur, sans trop de technique. Notez que l'APC ou OPCache permet d'éviter de recompiler le code à chaque appel et donc de fluidifier l'affichage sur des pages web. Débugage. Donc c'est facile à débugger. Symfony propose plusieurs outils de débugage. On a pour commencer Profiler. Il s'agit d'une barre d'outils située en bas du site web, en développement. En un clin d'œil, on peut avoir des informations qui sont pertinentes, comme l'état de la requête HTTP, la connexion, s'il y a des messages d'exception, la page d'exception, qui sera également des messages précieux et qui affichera les lignes de code qui posent problème. Alors bien sûr, une bonne partie du temps du développeur sera toujours de chercher à débugger, remplacer sûrement vos échos par des dumps, mais Symfony facilite vraiment cet aspect du travail. Les respects des conventions. Alors, bien sûr, les projets Symfony ont une architecture et une syntaxe unique et rendent ainsi possible le lancement rapide d'un nouveau projet en limitant la phase d'apprentissage. Ainsi, ça permet de se concentrer sur l'objectif métier, la maintenance, et aussi nettement faciliter. Symfony respecte des recommandations telles que PHP-fig, ce qui permet à Symfony de s'interfacer avec les composants PHP. PHP ayant un important écosystème, ça représente un vrai plus. Par exemple, ça permet d'interroger des API, d'envoyer des emails ou d'autres éléments. L'arborescence de la structure du projet va offrir une séparation claire entre le développement back-end et front-end, tout en gardant une logique commune. Les métiers peuvent se spécialiser. Au-delà de toute convention intégrée à Symfony, la communauté du framework a construit avec le temps un ensemble de bonnes pratiques qui permet d'améliorer la qualité du projet. Structure de Symfony. Alors, la PO. Symfony utilise la PO. C'est quoi? Programmation orientée objet. C'est-à-dire que tout est objet en PHP. Pour relier les objets entre eux, PHP va utiliser AutoLoad et Namespace. Ainsi, pour utiliser une classe, il faut que la page de celle-ci soit identifiée par son chemin d'accès et que la classe qu'il appelle possède le mot use, suivi du chemin d'accès. Pour une entité, ce sera namespace app/entity. Et dans le contrôleur en haut, sous son namespace, l'entité sera appelée avec use app /entity /nom de l'entité. À noter que l'app représente le dossier SRC qui fait appel à la structure de Symfony. Depuis Symfony 4, cette modification de nom est possible grâce à la PSR4 intégrée dans l'autoload du fichier composer.json. On va voir un exemple. Donc dans cet exemple ici, toutes les classes appelées grâce à l'autoload de composer, grâce à l'utilisation de namespace et de use, il n'est plus nécessaire d'utiliser require ou include.
Le MVC. Donc, une fois que l'on a compris ce que c'est la PO, donc on ne va pas rentrer dans les détails, car là-dessus, il faudrait vraiment tout un cours sur la programmation orientée objet, et c'est pas le but. Il faut ensuite comprendre ce que c'est le MVC, modèle vue contrôleur. MVC, c'est une architecture qui sert à découper l'application en modules avec 3 grandes responsabilités. Les modèles qui gèrent l'accès aux données. Les vues sont les interfaces graphiques, ce que verra l'utilisateur. Les contrôleurs ont pour objectif de retourner une réponse. Alors, le contrôleur, comme son nom l'indique, contrôle tout, mais n'a pas pour autant beaucoup de code. Il va aller chercher les informations dont il a besoin pour retourner sa réponse. Un petit exemple. Pour donner l'accès à un utilisateur, il va récupérer la requête, vérifier qu'elle est conforme au formulaire, l'envoyer à la base de données, en passant par un service comme JWT Token, pour crypter le mot de passe, l'envoyer à la base de données, réceptionner la réponse, pour accorder l'accès ou refuser, et enfin renvoyer la bonne page d'affichage. Concernant les vues, ce sont donc les pages qui ont été créées avec Twig et qui vont être dans le dossier template. Le modèle, c'est la couche de données qui va permettre d'y accéder via des repositories ou de modifier les structures via des entités. Dans l'exemple, le contrôleur va justement interroger pour vérifier la conformité du formulaire. Maintenant, l'arborescence de Symfony 5 et 6. Depuis Symfony 4, le framework a énormément évolué et adopté une architecture un peu plus moderne. Si on fait le tour de cette structure, ça donne quoi? On a les assets. Ce dossier va contenir tous les assets nécessaires pour le front, c'est-à-dire principalement des ressources graphiques, CSS, JS, images, vidéos, etc. On a bin. Ce dossier contient des exécutables du projet ou de ses dépendances, comme on peut vider le cache de Symfony ou mettre à jour les données en tapant la commande php bin/console. On peut connaître toutes les fonctionnalités proposées. Config. Alors, ce dossier contient toutes les configurations des packages et routes. On peut les trouver les plus souvent en YAML, mais ça peut aussi être en PHP ou en XML. C'est donc ici que va être configurée la connexion à la base de données et que l'on va personnaliser au service ou le système de sécurité. Les migrations. Alors dans ce dossier, on va retrouver les différentes migrations que Doctrine a générées dans la base de données. Public. Ce dossier, c'est le point d'entrée du site. Il contient le fichier index.php qui est le front controller, c'est-à-dire le premier fichier appelé par le client. À côté, on retrouve également les ressources compilées du dossier asset, des dossiers publics comme le site map, le robot txt ou encore ht access, etc. On a src. Ce dossier contient tout le code source PHP du projet, en plus de la logique métier. On va y retrouver l'arborescence classique de Symfony, avec nos contrôleurs. C'est dans ce dossier qu'on va mettre tous les contrôleurs. Ce sont les vrais moteurs de code qui vont retourner les réponses au type voulu, JSON, XML, etc., suivant la méthode choisie, get, put, post, delete, etc., sur les routes désignées. Entity, c'est dans ce dossier qu'on va mettre nos entités qui correspondent à nos tables de base de données. Repository, c'est dans ce dossier qu'on va retrouver chaque repository de chaque entité. Doctrine l'utilisera pour requêter la table de son entité. Souvent, on y retrouve d'autres dossiers, suivant les besoins. On va parler par exemple des plus courants, data fixtures et forms. Data fixtures, c'est dans ce dossier qu'on va mettre nos fixtures. Les fixtures, c'est quoi? Ça permet d'insérer de fausses données. C'est très utile en base de données pour faciliter un développement. C'est-à-dire on prévoit les fausses données et ça part dans la base de données. Form, c'est dans ce dossier qu'on va mettre nos formulaires. Symfony permet de relier les formulaires aux entités, ce qui leur donne plus de puissance. On dit qu'ils sont mappés, même s'il est possible de ne pas mapper un formulaire ou un champ. Enfin, on peut retrouver aussi le fichier kernel.php qui a migré
dans ce dossier SRC depuis la version 5 de Symfony. Kernel.php, kernel veut dire noyau. C'est lui qui va être appelé dès le début pour configurer l'ensemble de la stack Symfony. Donc on peut lire la configuration tout instanciée, appeler les contrôleurs, afin de traiter la requête en réponse. Il faut bien comprendre que dans ce dossier SRC, on doit mettre tout le code PHP. Ainsi, si on doit créer des services, par exemple, on crée un dossier de ce nom et on y insère nos différents fichiers de services dedans. Parlons maintenant des templates. Ce dossier va contenir tous les templates par défaut qui sont en Twig. Ils seront renommés nom de fichier HTML.twig. Donc, par exemple, nom de fichier .html.twig. Donc, ça peut être, par exemple, contact.html.twig. Test. Ce dossier contient tous les tests unitaires ainsi que fonctionnels créés par PHP Unit. L'arborescence devra être similaire à celle du dossier SRC. Translation. Ce dossier est facultatif. Il est utilisé pour la traduction. Pour mettre en place ce système, il faudra d'abord installer le package de translation. var. Ce dossier, constamment réécrit, est utilisé par le serveur et sert principalement pour stocker le cache, les sessions ou encore les logs. Vendor. Ce dossier est créé lorsque le composeur installe les différentes dépendances pour le projet à partir de composer.json. On a composer.json. Ce fichier contient tous les packages installés et mis à jour dans votre projet. Composer.loc. Ce fichier permet à Composer de retracer la version de chaque dépendance installée dans le projet. Alors bien sûr, on pourrait être amené à insérer d'autres dossiers ou fichiers dans la structure, comme dans le fichier .1, va à la racine, ou Docker, si on veut l'utiliser. Mais ici, on a une arborescence de type 5, Symfony 5 ou 6. Cette structure, plus ou moins imposée, est un des gros avantages car ça permet aux développeurs de s'y retrouver plutôt facilement dans n'importe quel projet et donc de gagner du temps dans la navigation entre les différents dossiers. Si on doit conclure, ici on a pu faire connaissance avec le framework Symfony et donc découvrir quelques-uns des avantages qui existent. On peut se poser peut-être la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'investisse du temps pour apprendre à maîtriser Symfony alors que je peux développer mes projets en PHP? Alors, c'est indéniablement une phase d'apprentissage qui sera nécessaire pour ce framework. On peut certes construire un site en quelques minutes en suivant un tutoriel, mais pour construire un site vraiment sérieux et l'adapter à nos besoins, c'est autre chose. Tout dépend donc des besoins. Notez cependant que la communauté Symfony est hyper active, que la documentation est vraiment bien faite et que sauter le pas, c'est vraiment l'idéal. Un framework, ça ne se réinvente pas et ça ne réinvente pas la roue, mais on peut gagner du temps sur des tâches répétitives et parfois complexes. Le concept est une faible quantité de code pour de meilleures performances. On peut gagner du temps pour créer un CRUD, Create, Read, Update, Delete, par exemple, ou pour mettre en place un système de sécurité et bien d'autres choses encore. Mais surtout, il faut gagner du temps sur la maintenance et l'amélioration du site et de ses fonctionnalités. Si on doit former quelqu'un par la suite ou travailler avec d'autres personnes sur le projet, les choses pourraient être facilitées par la bonne pratique que Symfony peut apporter.